Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Content en tout cas de vous retrouver, content de revenir peu à peu à une vie normale si le terme s'impose. En tout cas, on ne pourra pas le dire vraiment, mais en tout cas, content surtout de savoir que les choses évoluent et que nous, avec La Réunion Léla, on essaye aussi d'accompagner la Réunion. En tout cas, on va le faire dans Cosmo Réunionnais. À Marie-Vonne Finet, en tout cas très dissipée ce soir. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comme on veut. La question là-dessus, Marie-Vonne, la dernière fois, on parlait de ce déconfinement. La Réunion, peu à peu, il retrouve une vie normale ou c'est, il faut le dire aussi que psychologiquement, encore de monde est encore confiné. Encore de monde, il la perd un peu pied. Mais pense aussi, parce que à travers moi, m'y voit l'autre, hein, souvent. Hein. Moi, ce matin, m'a posé la question, c'est est-ce que je dois faire mon autorisation de sortie un réflexe. On pose la question, à chaque fois qu'on sort, est-ce qu'on va faire les traumatismes. C'est ça. Ils vont rester là. Ouais. Oui. Et après, c'est un truc que nous vivons en commun. On ne pourra pas l'oublier. On regarde Kunta Kinte. Toute la génération des années 70, la mienne, nous l'a vu Kunta Kinte. Et bien, tout le monde en parle. Alors, juste pour rappeler à ceux qui ne sont pas de cette génération-là, Kunta Kinte était un noir africain qui a été arraché de son village, vendu comme esclave. C'est son histoire qui est donc à l'origine d'un film, d'une série. On va voir pas mal d'histoires. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on a fait des raccourcis. C'est ça, et quand je pense que la Réunion entière, déjà l'histoire africaine à cette période, hein, on n'avait pas trop accès à l'histoire africaine. Moi, je me rappelle, j'avais 11 ans, donc ça fait 75. En 75, j'ai un professeur d'histoire géo qui faisait aussi chant et qui emmenait l'Afrique, en fait, à l'école. Mais pour moi, c'était une ouverture sur l'Afrique incommensurable, alors que c'était quoi? Juste un petit coup de chant. Et c'est vrai que Kunta Kinte, c'était vraiment notre part noire qu'on regardait, et qu'on regardait, en fait, pour une fois, collectivement, je pense, cette histoire d'esclavage, ce gène, ce gène. Il y a aussi une chose, c'est parce que jusqu'à aujourd'hui encore, l'esclavage est très présent dans la vie de certains Réunionnais, pas de tous, mais d'un grand nombre de Réunionnais, parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont transmis ces bonnes ou ces mauvaises habitudes. Voilà. Et parce que depuis jusqu'à les années 80, un créole soulevait toujours son chapeau devant Monsieur Blanc. Absolument. Et puis de toute façon, jusqu'à 81, donc l'arrivée de la gauche au pouvoir, on va dire ça comme ça, avec l'arrivée de Mitterrand, moi je me rappelle bien cette période, et c'était vraiment une ouverture sur l'Afrique à laquelle on n'avait pas, parce que tout passait par la France. Et même quand on parle d'esclaves et d'héritage de l'esclavage, je vois mon rapport à l'argent. Je trouve anormal, je trouve que je travaille et je ne gagne pas l'argent depuis toujours. Hein. C'est pas le confinement qui fait ça, c'est pas la crise qui fait ça. Ça veut dire que j'ai un rapport à l'argent qui m'a été transmis et qui, à mon avis, a besoin d'être assaini. Est-ce que c'est un rapport à l'argent ou est-ce que c'est un rapport aux parents, aux arrière-grands-parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents qui ont vécu toujours dans un contexte économique difficile? Ben oui, j'imagine, parce que j'imagine mon père ou ma mère, ce ne sont pas des gens qui ont eu été à l'aise avec l'argent, qui ont toujours râle le bout, comme nous dit. Hein. Râle le diable par la queue. Ouais, râle le diable par la queue. Et ça fait qu'on nous a transmis ça, que l'argent, il râle le diable par la queue. Et pareil, que l'argent n'est pas forcément, qu'il faut le gagner proprement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire proprement? Ça, c'est toute une histoire. Et puis, est-ce qu'il faut... J'ai eu l'impression que ma mère travaillait plus qu'elle ne gagnait. Elle a fait 3 métiers. 3 métiers, ça devrait être à l'aise, quoi. Jamais. On va revenir à un point. Dans les années 60, avant l'arrivée des allocations, avant des aides de l'État, il fallait travailler pour manger. Et l'être humain avait 2 traumatismes à résoudre. Un, sortir de l'esclavage, sortir du fait qu'on était
quelque part esclave, même après 1848. On est resté esclave parce qu'il fallait travailler pour quelqu'un, et généralement on travaillait pour quelqu'un qui a de l'argent, et généralement c'est quelqu'un qui avait de l'argent était un blanc. Oui. Et puis il y a aussi un autre fait, c'est que dans ce que on avait besoin de travailler pour dire qu'on n'était pas esclave, parce qu'on gagnait de l'argent, et c'était une façon de s'émanciper. Oui. Donc, on avait vraiment deux soucis à résoudre, et le travail était aussi une façon de mourir honorablement, j'allais dire. Bien sûr. C'est bizarre parce que mon esprit est en train de partir sur l'homme esclave et la femme esclave, parce que la femme esclave, quand on regarde, et c'est on va dire mon questionnement, ben, la femme, elle n'est pas encore, même si elle travaille, elle n'est pas encore égale. Et je pense qu'à La Réunion, hein, je ne suis pas sûre d'avoir raison, je pense que tant que l'homme réunionnais n'est pas arrivé là où il est, je ne pense pas qu'il aura du bien à amener cette femme-là à côté de lui. Je crois que un questionnement. Hein. Il y a un problème à ce niveau-là. La femme veut être l'égale de l'homme. C'est pas possible. Non, ils sont différents. Non, c'est complémentaire. Pas parce qu'ils sont différents, parce que la femme est supérieure à l'homme. Ben, je ne veux pas l'affirmer, ça. Si. Non, ça oui. On le sait, quand on travaille dans la communication, on travaille sur les éléments, la femme, elle est supérieure à l'homme. C'est quelque chose qui est naturel. Ben, je le sens naturellement, je pense comme ça naturellement, mais c'est pas évident de l'affirmer en tant que femme, parce que le retour, c'est de dire qu'on est en train de se mettre au-dessus. Alors qu'effectivement, je trouve qu'on est multitâche depuis toujours. C'est pas seulement... Et multitâche, ça veut dire multicerveau, qui fait en même temps plusieurs tâches, et qui a guéri, à mon avis, quelqu'un... dans sa vie au quotidien, le fait que la femme donne la vie, le fait que la femme éduque l'enfant, le fait que la femme fait grandir l'enfant qui va devenir un homme ou une femme, physiologiquement, la femme a un ascendant. Oui. Mais vous êtes d'accord avec moi que... Alors, est-ce que nous, les majoritaires, à penser ça? Oui, c'est acquis, ça, normalement. Hein? Tout le monde le pense. Oui, voilà. Mais est-ce que la société reflète ça? Ça, c'est pas sûr. La question, c'est combien l'accepte. Voilà. Et puis, est-ce que la société... Parce que quand on nous dit, voilà, on arrive tout ça, il arrive Gilets jaunes, il arrive la cathédrale l'a brûlée, plein de signes et tout ça, il faut revoir comment nous vivons, comment nous pensons et tout ça. Et un des paramètres à revoir, c'est effectivement qu'est-ce que la femme, et ma présence ici aussi veut dire ça, c'est-à-dire à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire dans la case réunion, femme, allons voir qui ça nous l'est. Ensemble, allons voir ce que ça nous propose et allons dire, ben voilà, une case comme on m'y voudrait qu'il est. Et ça, c'est ensemble qu'il faut le faire. Et c'est vrai que là, l'heure, pour moi, l'heure est à la construction, effectivement. Et forcément au questionnement de ce qu'on faisait, est-ce que c'est bien? Et peut-être changer et sortir de la boîte. Hein. La question est beaucoup plus simple aujourd'hui. D'ailleurs, quand on regarde les foyers monoparentaux, l'homme et la femme ont de plus en plus de difficultés à vivre ensemble. Oui. J'ai parlé à un pasteur il y a 2 ans qui me disait qu'il y a un constat évangéliste, un pasteur évangéliste qui me disait que les jeunes ont du mal à s'investir, jeunes hommes, dans le couple, parce que ça leur demande beaucoup. Ça leur demande de prendre leur rôle d'homme, protéger quelque part la femme, subvenir à ses besoins, mais aussi... Ils s'attendent aujourd'hui aussi à avoir une femme qui est autonome. Et ça veut dire tout un changement de la cellule couple, en fait. Mais c'est malheureusement, ce que je vais dire ne va pas être vraiment quelque chose de bien, mais comment se baser sur des modèles qui n'ont pas existé? L'esclave n'avait pas une femme. La femme noire n'avait pas un mari. Ils étaient ensemble plus par, j'allais dire, par le fait qu'ils se sont évadés, qu'ils se sont d'abord émancipés, ils ont quitté, ils sont partis en marronnage d'abord. Voilà. La conception même du couple ne vient pas de l'amour. Bien sûr. La constitution du noyau familial de manière générale, hein, parce que ceux qui... Ça dépend, parce que s'il y a des endroits où les couples se faisaient naturellement, l'argent était là. Et quand on est esclave, c'est difficile à ce moment-là, ou même les engagés. Il y avait des engagés qui sont venus à La Réunion, qui ont formé des couples. L'envie de rentrer en Inde
était telle qu'ils ont laissé les femmes ici. Les femmes, les enfants. Je connais quelqu'un qui a écrit un livre qui est à la recherche de son grand-père, qui, au début des années 1900, a quitté la Réunion, a quitté sa femme, son enfant, pour rentrer en Inde. Il a quitté sa femme ici pour rentrer en Inde. Ouais. Wow. Donc, c'est pour ça que, après, construire un couple là-dessus, il y a des... On porte la souffrance de nos ancêtres. C'est quelque chose qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. C'est quelque chose qui est là, qui est en nous. D'ailleurs, qui pourrait dire que Marie-Vonne Finet a du sang indien en elle. Et je sais que Menena, parce que comme il chante indien, et comme il danse, ma façon de danser n'est pas que autre chose qu'un indien. Il y a de l'indien dedans. Et la première fois qu'elle a dansé, d'ailleurs, c'était en 94. Je reviens des États-Unis et je joue en avant-première de disque à Caen, au Stade de l'Est. J'invite ma maman parce que je suis fière. Et je chante et j'avais une choriste qui dansait magnifiquement bien, Natacha, et qui jouait bien du Kayam aussi. Et donc, j'ai mon discours de, voilà, allons mettre la Réunion debout, la Réunion est là et tout ça. Mais avec un discours d'homme et sans danser. Et la critique cinglante de ma mère ce soir-là, c'est de me dire, c'est bien tout ce que vous dites, mais allez apprendre à danser. Et il monte là, et là c'est vraiment le gros truc là. Ouh là là, et il monte, mais tu habites Trois-Bassins. Il m'a pas dormi, il m'a allumé et il prend Trilok Gourtou qui faisait des percussions, en fait, c'est un Indien qui a joué avec Shankar. Oui. Et qui a joué avec Marc Lofine, qui a souvent joué avec les Indiens et qui a beaucoup puisé dans la musique et la culture indienne. Et la danse qui vient de façon naturelle, la danse que j'avais bloquée dans mon corps, c'est des pas indiens. C'est une position indienne et je me suis étonnée moi-même. Et c'est vrai que j'ai besoin d'explorer ça pour trouver qui je suis totalement, en fait. Alors, c'est pour ça, avec le temps, on va essayer de voir comment on fait ça. C'est de comprendre aujourd'hui, cette génération qui arrive là, à 50, 60 ans, pourquoi cette génération est un peu perturbée. Et ça, c'est un euphémisme en plus. Moi, j'ai du mal, enfin, il faut que j'apporte ma réflexion, qui est pas forcément une solution, mais qui est une exploration. Pour moi, c'est le lien d'amour. C'est vraiment, la clé est là. Et quand on transmet, dans n'importe quelle génération, il faut vraiment transmettre par amour. Et à mon avis, à La Réunion, on a à regarder ça, à regarder ce lien d'amour qui parfois était bien transmis, parfois pas. Et parfois mélangé avec amour-violence ou avec autre chose, je sais pas. En tout cas, ce qui me concerne, c'est amour-violence. Et c'est dissocier tout ça pour dire quelle femme je suis, quelle mère. Normalement, ça aurait dû être avant qu'on ait eu des enfants. Or, moi, ça n'a pas été fait avant que j'ai un enfant. Et quelle mère, comment être maman? Maman, ça veut dire amour, beaucoup d'amour, et comment j'ai transmis par rapport à ça, regarder, et regarder aussi comment on peut faire mieux, c'est-à-dire, mais vraiment le regard, enfin, je sais pas si il est clair, mais c'est une thérapie collective et individuelle qui devrait être collective. Excuse-moi, je finis juste. Il y a Césaria Evora, Maryse Condé, une fois qui a dit ça, invitée par la région à l'époque végésienne, on va dire, et qui questionnait quelle culture à La Réunion avec un professeur indien d'ailleurs, qui est venu à ce moment-là, et quelle culture. Et ça passe forcément par cette notion d'amour. Non, je n'ai rien dit contre la notion d'amour. La seule chose que je voulais dire, c'est que ces 2 mois de confinement a déclenché quelque chose. Oui. C'est-à-dire que pendant 2 mois, l'individu s'est retrouvé face à lui-même. Et il ne pouvait plus éviter cette question. Et pareil, j'imaginais, moi j'ai eu la chance d'être seule. Je dis la chance parce qu'il n'y avait pas un retour d'autres personnes, donc moins violent. Parce que si on habite avec son enfant, je m'imagine dans un noyau, on va dire, classique. Donc le père de ma fille et ma fille. Donc j'ai 2 personnes qui me renvoient quand même un amour que j'aurais mal, dans ce confinement, que j'aurais mal établi, et inversement, ou bien établi. Donc là, c'était vraiment un retour direct. Oui. Ou mal vécu ou aussi. Mal vécu aussi. Et ça, forcément, dans ce confinement-là, forcément, la question de... je crois qu'on est venus tous sur Terre pour s'aimer, et puis si on l'a pas fait, à ce moment-là, c'était le bon moment,
Bah, en fait, c'est déjà aussi un des éléments une des questions à laquelle on doit répondre. Ben Pourquoi oui, on est sur cette terre? fondamental, oui. Qu'est-ce qu'on est venu y faire? Mhm. Et quand on voit aujourd'hui comment les, les prédicateurs, ceux qui ont une façon de voir les choses, les philosophes, les sages, chacun a une façon de regarder le monde, de voir comment on doit vivre et quelle est la bonne façon. Et c'est ça le problème, c'est que chacun a une définition, pas toujours bonne d'ailleurs. Moi, la leçon, en fait, hein, et là, quand tu me dis quelle est la bonne façon d'aimer, ça me fait penser à Bob Marley. Bob Marley a une belle phrase qui dit, bah voilà, quand tu veux aimer, c'est aimer l'autre pour, voilà, pour qu'il soit bien. Et inversement, être dans une relation d'amour où toi-même, tu es bien. Et c'est vrai que ce confinement-là, pour moi, a vraiment questionné être avec les autres et être avec l'autre, ça veut dire c'est plus possible et ça n'a jamais été possible au détriment de l'autre. C'est une étape. Oui. On saute une étape. La première personne qu'on doit aimer. Soi-même. Et j'ai eu du mal. C'est pour ça que je trouve que sur ce point-là, tu es en train Oui, d'éviter. D'éviter. Stratégie d'évitement. Je pense que tu as raison parce qu'en fait, il y a 2 jours, ce que j'ai compris, c'est que je sais dire que je m'aime, mais je ne m'aime pas dans l'action même. Et encore une fois, la question, elle vaut aussi pour moi, parce que je ne vais pas faire croire que je suis bien meilleur que les autres, ce qui n'est pas vrai, c'est que comment s'aimer soi-même, rester humble, et ça, c'est pas évident, parce que s'aimer soi-même, c'est prétentieux. Bah, c'est un petit peu comme si on est un peu imbu de sa personne. Et la définition va être comment s'aimer aujourd'hui de manière naturelle, tout en respectant ce qu'on est et en respectant ses valeurs. C'est ça, rester là-dedans. Et quand je dis que ces 2 mois de confinement ont provoqué des situations de questionnement, un questionnement en nous, c'est encore un euphémisme de ma part, c'est beaucoup plus que ça. Oui, des changements, comme il dit paradigme, avant tu ne comprends pas le mot. M'apprendre le mot. Mais l'apprendre le mot il n'y a pas très longtemps. Et mais c'est quoi ce mot de mais il dit, c'est ça, c'est penser hors de la boîte. C'est de savoir comment on regarde les choses. À travers quoi on regarde la vie ou on regarde un élément tout simplement. C'est ça. Et ça questionne forcément tous les domaines dans lesquels on existe en fait. On va prendre, je dis domaine ou statut, hein? Statut de grand-mère, statut de mère, statut de chanteuse ou conteuse ou actrice ou comédienne, mais mélange un peu. Et là encore, Marie-Vonne Finet commet la même erreur. Alors laquelle? Les autres? Non. Soit d'abord, si le socle sur lequel on veut bâtir quelque chose n'est pas solide, comment bâtir tout ce que Marie-Vonne Finet vient de dire? Non, il faut que ça soit le plein. soi d'abord. Non, mais le soi est important. Bien sûr, il faut que ça soit plein. Mais je l'entends complètement et merci de me le répéter. Parce que, mais tu l'évites à chaque fois. C'est ça. Je veux sauver. Alors, tout à l'heure, tu disais un truc qui est. C'est égoïste de penser. De s'aimer. Ben, moi, je trouve. On croit que c'est égoïste. C'est ça. Et c'est arrogant de vouloir, pour moi, hein, aujourd'hui, je dirais ça, comme moi, sauver le monde quand je ne me suis pas sauvée moi-même. Et en même temps, je pourrais donner, allez, on va dire 2 oranges quand j'en aurai 4. Donc, il faudrait déjà les planter, ces 4. Et non pas les acheter aujourd'hui. J'aimerais bien les planter. Donc, c'est tout un truc, hein. C'est tout, ça demande du temps d'aller apprendre comment ils plantent les oranges, quelles oranges pays. Donc, il y a tout un truc. Et c'est vrai que cette notion d'amour-là, pour moi, est clé. Clé pour moi déjà, hein, mais aussi, si on veut que les choses soient bonnes, soient belles, soient bien pour l'autre et pour soi, je pense que l'amour est le socle, hein, je pense. Mais crois que m'y répètent les grands. Hein. Et donc, je me base sur les grands en ce moment. Je lis beaucoup la Bible en ce moment. Alors, la question est la même, en fait. Et c'est vrai que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos ancêtres avaient cette sagesse. Il faut arrêter quand tu ton grand-papa pour traverser la rivière. Et il nous fait ça tout le temps. Nous croit toujours que c'est ça. En s'appuyant sur des modèles des autres qui ont marché, on va réussir. Mais ce qui est bon pour les autres... Non. Et puis, ton âme est née. J'imagine mon âme ou mon être comme une plante. Elle est là, sur ce sol qui s'appelle la Réunion.
ok, je suis un peu de la France, un peu de l'Afrique, un peu de l'Inde, mais c'est surtout mon sol réunionnais qu'il faut et qui n'a jamais été, en fait, construit. Parce qu'on Si, on copie-coller de oui, beaucoup de choses. on l'a construit. Oui, Mais l'erreur qu'on a fait, c'est que on vit pas sur la terre réunionnaise. c'est ça. Mais même, on vit aussi avec... je sais pas, je regarde le système scolaire. Hein. Je pensais d'une manière, par rapport à ma fille déjà, que le système lui correspondait pas. Mon petit-fils, donc, qui arrive 20 ans après, vraiment, ce système d'éducation ne convient pas. Et quand on regarde, je reprends Paul Warreau qui parle de Varang, et je dirais, moi, je me dirais la quoi, parce que moi, pas une Varang. Hein. Ça, c'est Paul qui a une Varang, et là, s'il m'entend, il va pas être trop content, mais il est gentil. Donc, parle de Varang et de l'Agora. Ben oui, quand je me l'ai avec mon petit-fils, je suis en train d'apprendre à lire à la réunionnaise, sans l'odeur carré, là où à connaître que les cuits. D'accord? Regarde les oiseaux et on va voir comment les papans ils volent différemment qu'un tec-tec. Et même le son et tout ça. J'aimerais l'école, nana, tout ça. Parce que mon petit-fils, c'est lui qui m'éduque là-dedans. Hein? Par exemple, une fois, la pluie tombée, on est à la plaine. Le temps change tous les 5 minutes. Hein? Je vais ouvrir mon linge. Et lui est en train de jouer dans la cour. Mais ouvre mon linge. Bien, tiens, la pluie, nanana. Le mien, il me dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? La pluie tombe tout le temps, nanana. Et je vois mon petit-fils me regarder comme un vieux sage. Hein? Il s'arrête de jouer. Et souvent, quand il a me dit quelque chose, c'est comme ça. Il me regarde et il me dit, oui, il aime la pluie où? Là, je me rends compte qu'il y a un truc. Il me dit, ah oui, mais il aime la pluie, moi. Mais c'était un vieux sage qui me parlait. Il me dit, ah, mais il croit que, voilà, il faut que m'y apprendre à aimer la pluie. Et c'est ça. J'ai vu en Finlande l'éducation. Je trouve qu'ils sont vraiment dans cette façon-là. Ben, le maman, il a envie de t'assister à là, comme ça, en tailleur, et puis il fait son dessin qu'il demande à lui de faire. Ben, il fait. Il veut aller à terre. Moi, j'ai envie de ça. Ce sera sans doute l'objet d'une prochaine discussion avec Marie-Vanne Finet. C'est est-ce qu'aujourd'hui, nous, on sait ce qu'on veut? Eh bien, il faut poser ça d'abord. Parce que la question de l'enfant, lui, il sait. Il veut ça aujourd'hui. Il vit dans ses émotions. Nous, on vit dans nos émotions et dans notre esprit. La raison. Et quand la raison, et surtout une raison qui a toujours été influencée par la peur. Oui. Par de se dire toujours, lever le chapeau devant le monsieur qui est important. Bonjour monsieur. Le régime de la peur. Et ce régime de la peur, nous, on a toujours grandi là-dedans. On en parlera la prochaine fois. On part à partir de là. Parce qu'on vient d'arriver maintenant au bout de 23 minutes de discussion. Et merci. Ce sera vraiment l'occasion de voir. Et je pense qu'on essaiera de faire comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'on a peur. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, on avait toujours peur de l'autre. On avait toujours peur de sa façon de ce qu'il fait. C'est un sorcier, c'est un ceci, je vais dire c'est un malbar. C'est qu'est-ce qui a construit notre peur? Parce que nous, on l'avons construit ensemble. Oui. Merci Marie-Vanne Finet. Merci Gismi. On en parle la prochaine fois. Merci tout le monde. On fait une pause. On se retrouve juste après.